bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 65. Salut Olive. Salut Vivien. Salut Kev. Salut Vivien. Comment ça va les garçons? Doudou, à toi l'honneur. Ça va, merci. Ah, c'est à moi là, pardon. Ça va, comme quelqu'un qui va perdre son travail. Mais on est là, sourire, à fond. Sourire à fond. Ah. Eh ben moi en tout cas ça va. Ah oui, Vu pardon. qu'on me le demande, Merde. Ça va très bien. Je suis un peu fatigué, on va dire que le monde de l'audiovisuel français et parisien s'est réveillé entre midi et 2 et nous a foutu une de ces frousses, tu n'imagines pas comment. Bref. En tout cas, aujourd'hui on est parti. On est une semaine avant Noël. J'espère que les fêtes se préparent bien pour vous. On va pas tergiverser plus longtemps. J'ai utilisé un mot incroyable. Sans te tromper. Rentrons, sans me tromper en plus. Honnêtement, j'avais un doute en le disant, mais n'en parlons point. Rentrons dans le vif du sujet. Kevin, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons suivre un fougueux blondinet, un impassible aux oreilles pointues, une équipe aussi hétéroclite mais qui s'éclate à bord de l'Enterprise qui affronte des hommes tatoués, un poil énervé. Bienvenue dans Star Trek. Hétéroclite, mais qui s'éclate, j'adore, c'est magnifique. Ouais. Hétéroclite qui s'éclate, Star c'est génial. Trek, un film de J.J. Abrams sorti en 2009 avec la musique iconique, notamment reprise par Michael Giacchino. On peut y voir Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Leonard Nimoy qui était présent dans l'origine série, Eric Bana, Bruce Greenwood, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho, Anton Yelchin, et je vais pas tous les faire. Il y a aussi Chris Evans. Non, Chris Hemsworth. Oui. C'est celui qui a le marteau, pas celui qui a le bouclier. Un film sorti en 2009 avec un budget de 150 000 $ américains pour en avoir rapporté 385 681... Non, 385 681 446 40... Ouais. Un budget de 150 millions de dollars pour un montant brut mondial de 385 millions de dollars. Un petit x2,1 qui est plutôt sympathique. C'est pas mal. Rentrons dans le film, Olive. Première scène. Alors, le film commence et nous sommes en situation de stress immédiat, ou comme on dit par chez moi, immédiat stress. Celle-là, Valérian, elle est spéciale pour toi. Oui, je fais passer un message aujourd'hui. Donc, nous sommes dans l'espace, la caméra se balade sur toute la coque extérieure de l'Enterprise, qui se retrouve aux prises... Enfin, non, c'est pas l'Enterprise, pardon, c'est la USS Kelvin, qui se retrouve devant un fait inattendu, puisqu'il y a des éclairs dans l'espace, et en sort une énorme pieuvre mécanique. Très étrange, n'est-il pas ? La pieuvre ne tergiverse pas, elle tire à tout va sur l'USS Kelvin, ce qui réduit le vaisseau à pas grand chose, hein, parce qu'il n'était pas préparé à ça. Évacuation, le père de James T. Kirk devient commandant parce que le commandant est amené, est prié par la pieuvre géante et ses pilotes de se pointer chez eux, en fait, dans le vaisseau, tout simplement pour se rendre. Pendant ce temps-là, la femme de du papa de James T. Kirk donne naissance à James T. Kirk. J'ai dit ce mot beaucoup trop de fois. Le capichef du USS Kelvin se fait tuer. Et le père de Kirk va se sacrifier pour pouvoir protéger les navettes d'évacuation en envoyant directement le USS Kelvin au centre de cet énorme vaisseau pieuvre mécanique. Tout ça dans une effusion d'effets visuels plutôt cool, avec des lens flares plutôt sympas. Et c'est la fin de la première scène. Une première scène haute en couleur et en action qui te met dans le bain sans te faire respirer, en fait. Hein. Ça commence par un bon gros bordel. On va très rapidement y voir la patte de J.J. Abrams dans une scène qui est pourtant assez sombre, en fait, avec beaucoup d'éléments dans le noir par rapport au reste du film, notamment dans le vaisseau qui est en alerte rouge, où il n'y a plus de lumière, où tout est cassé. Du coup, elle est plutôt en alerte noire. C'est plutôt stylé. Rapport au fait qu'il n'y a pas de lumière. Voilà. Parlons des lens flares, parce que, bon, on est sur un film de J.J. Abrams. Il aime ça. Et dans Star Trek, il va en faire une sorte de, comment dire, marque de fabrique. Oui, il y en a plein. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est un lens flare ? Tout le monde ne sait pas ? C'est vrai. Kevin ? Oui. Un lens flare, c'est quand
Il y a un trait lumineux qui va apparaître plus ou moins sur votre écran dû à la luminosité et aux lumières qui sont dans le film. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. une distorsion faite par les lentilles de l'objectif. Et il y en a genre tout le temps dans ce film. Il y en a Dès tout qu'ils le temps sont dans dans les le films, cockpit- dans les Star Trek, en effet. Ah mais dès qu'ils sont dans le cockpit, il y en a une. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'un lens flare en soi, c'est donc une distorsion, c'est une anomalie visuelle due donc aux lentilles d'un objectif. Mais dans les films de J.J. Abrams, certains, d'ailleurs beaucoup, sont des faux lens flares. Créés artificiellement, notamment dans les scènes qui se passent dans l'espace, parce que tu mets pas ta caméra dans l'espace. Et donc ces lens flares, si je me trompe pas, sont créés numériquement au montage. Et il va même utiliser au montage justement de ces scènes en 3D, des effets, je sais pas comment dire, mais il va... Comment expliquer ça ? Simplement, quand tu as un point lumineux sur un objectif, il va apparaître d'une forme différente suivant l'objectif que tu utilises et l'iris de l'objectif. Ça a un nom, mais je l'ai oublié parce que je suis un con. Mais suivant l'objectif que tu utilises, cette forme n'est pas la même. Tu peux avoir des étoiles, la plupart du temps tu as une sorte d'hexagone. Là en l'occurrence on a des hexagones qui vont, je crois, évoluer au fil du film. Mais ça, ce qui est assez étrange, c'est que c'est fait artificiellement sur certaines scènes. C'est-à-dire que pour augmenter l'effet de réalisme dans les scènes, dans l'espace, J.J. Abrams, et notamment ses monteurs, vont créer cet effet de toutes pièces. Ce qui est assez intéressant parce que ça renforce le réalisme, on a vraiment l'impression... Alors, on a l'impression de voir à travers une caméra, mais en même temps, on voit à travers une caméra qui est dans l'espace. Du coup, est-ce que ça rajoute du réalisme ou est-ce que ça brise un quatrième mur ? Ça fait un peu les deux à la fois. Ça va très loin, cette histoire. Surtout qu'aucune caméra n'a été blessée et aucune caméra n'a été dans l'espace pour les besoins de ce film. C'est bien de préciser quand même ça. Non, mais il faut, c'est important. J'en doute pas. Des choses à dire sur ce film, à part que ça t'envoie tout dans la gueule, en l'espace de, quand même 10 minutes. Globalement, sans faire de conclusion, c'est un chouette film. Il y a des bricoles, je trouve, qui vont pas, essentiellement liées au scénario, pour moi, mais on en parlera plus avant. C'est cette histoire de temporalité, on va dire, sans en dire trop. Ceux qui écrivent sur le voyage dans le temps, c'est que des cons, de toute façon. Je suis d'accord, c'est surtout que ce n'est pas facile d'écrire sur les voyages dans le temps. Et on en a un bon exemple encore, je pense, avec ce film. Mais c'est tout. Et on en a fait les frais, nous aussi, d'écrire dans le voyage dans le temps. C'est pas la plus simple des manières de faire. Hein. J'étais pas là, moi. C'est toi qui as écrit, Olive. Et Kevin. Surtout Kevin, qui a écrit. Moi, j'ai pas fait grand-chose, à part mettre 2-3 virgules, et moi, j'ai rien fait. Faut arrêter de mettre des virgules, Olive. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai. Donc, ok. Et toi, Kev, un petit avis sur ce film qui t'envoie tout dans la gueule en 10 minutes ? Moi j'aime. T'aimes t'en prendre plein la gueule. Oui, totalement. Titre de ma prochaine sextape. Et plus sérieusement, mis à part les deux derniers Star Wars, on va dire, tout ce que touche Abrams, j'aime. Moi, j'adore ce réalisateur, donc je vais en dire que du bien. Même si je serais pas objectif, je vais en dire que du bien quand même. Parce qu'il y en a, ils disent qu'un bon critique de cinéma devrait avoir... Et je vous emmerde. Oui, ce message est vraiment pointé à quelqu'un, mais c'est pas grave. Non, mais en vrai, moi, dans ce film, ça va. Les incohérences scénaristiques dues au voyage temporel, je trouve qu'elles sont balayables très facilement. Quoi qu'il en soit, c'est un film de science-fiction, donc ton cerveau, il fait abstraction. C'est juste pour pinailler un peu, tu vois. Mais globalement, voyage dans le temps, pas voyage dans le temps, c'est quand même des vaisseaux qui vont dans l'espace et qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, comme c'est stipulé dans le film. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de la SF, quoi. Donc, tout est possible. Non, puis même... On parle de problèmes de voyage dans le temps, comme dans tous les films où il y a des voyages dans le temps, mais il en rit quand même, et étant donné qu'on est de là-dessus, on va en parler. J.J. Abrams se moque dans son propre film qui parle de voyage dans le temps, des voyages dans le temps. Quand ça ? Quand Spock et Spock se rencontrent. On dirait le début d'une blague un peu nulle quand même. Spock et Spock sont sur un vaisseau. Mais c'est vrai que c'est vrai que les dialogues à ce moment-là, je sais pas si c'est dialogué par J.J. Abrams, j'ai quand même quelques doutes, mais il y a une espèce de sous-texte et c'est un petit peu rigolo de voir comment les deux personnages de deux temporalités différentes échangent quelques mots, c'est rigolo. Mais c'est pas deux temporalités différentes, c'est deux univers différents. C'est vrai qu'on parle de voyage dans le temps, parce qu'il y a du voyage dans le temps, mais en soi, c'est pas vraiment du voyage dans le temps. Non, parce que même il y en a. Même dans le film, c'est dit, en fait,
quand l'autre il te dit ouais c'est ce qui s'est passé il y a X années et l'autre il dit mais attends c'est bizarre les Romuliens, t'as quelqu'un qui, enfin je crois même que c'est Spock ou Uhura qui va dire c'est un univers alternatif. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc il va vite créer une règle simple, le voyage dans le temps, ok, mais en voyageant dans le temps, on passe dans une réalité, un univers alternatif, donc en soi, il n'y a pas de souci. Bah c'est ça en fait, donc en vrai on s'en fout de les répercussions que ça peut avoir dans le futur. Vu que c'est pas le même futur, ils réécrivent pas le futur, vu que les futurs n'ont pas été encore écrits techniquement parlant dans cet univers-là. Donc c'est de là où je dis que les incohérences dues au voyage dans le temps, elles sont bâclées d'un revers de la main par le film lui-même qui dit, direct il te dit, c'est un univers alternatif. On pourrait être bien plus pinailleux, pinailler bien plus sur Retour vers le futur qui lui, pour le coup, nique les codes. C'est ça, J.J. Abrams a eu l'intelligence de tout de suite vous dire voyage dans le temps, ok, mais on va pas se casser la tête, hein, juste on passe sur un autre plan. Et c'est pas con parce que du coup ça permet d'excuser plein de choses. Mais en parlant de voyage dans le temps, tout ça en fait ça arrive pour une bonne raison. Je vais l'expliquer en quelques phrases histoire de venir sur un point que j'aimerais bien étudier avec vous qui est en rapport avec ça. Il s'est passé que dans une réalité alternative à celle du film, entre guillemets, une planète est sur le point d'être détruite par une supernova. Spock, vieux, donc Spock de la série télévisée des années 70 si je me trompe pas, voire 60 peut-être même. 60, ouais. Va pour sauver cette planète avec une matière spéciale qui permet de créer des trous noirs avec une seule goutte de grenadine. Mais avant de mettre la grenadine dans la supernova, dommage, la planète a déjà été détruite, pas la supernova. Il va quand même finalement stopper la supernova avec la grenadine. Beaucoup trop de fois grenadine et supernova dans cette phrase. Mais les derniers habitants de la planète qui ont été détruites, qui n'étaient pas là à ce moment-là parce qu'ils étaient sur le vaisseau de Alien, vu que c'est un vaisseau, c'est un vaisseau minier, t'as compris ? Rapport. Sont pas contents et du coup pourchassent le monsieur. Mais en le pourchassant, il tombe dans le trou noir et passe de l'autre côté de la réalité, dans une autre réalité, instantanément. Et non, pas instantanément, 25 ans avant que Spock lui-même traverse ce trou noir. Faut voir le film pour comprendre parce que c'est difficile. C'est vrai que tu sais pas bien expliquer les choses par contre. C'est vrai, hein. Ouais, je suis vraiment pas doué. Mais en gros, il y a des Romuliens, ils sont pas contents. Il y a Spock qui a essayé de les sauver, mais ils se comprennent pas bien. Et du coup, ils envoient Spock sur une autre planète et maintenant ils ont de la matière pour faire des trous noirs et ils veulent détruire l'univers. Notamment Vulcain et la Terre. Vulcain qui est la planète d'origine de Spock. Donc, ce plan des méchants. Alors déjà, on va parler du méchant. Et on va venir au personnage petit à petit. Le méchant s'appelle Nero. Est-ce que, Olive, tu peux nous parler de Nero un petit peu ? Oui, bien sûr, c'est un graveur CD, DVD, Blu-ray. J'en étais sûr. Évidemment. Fortement utilisé dans les années 90 et début des années 2000. Et donc Nero, c'est un personnage tout à fait humain avec des tatouages, mais il est d'origine romulienne, c'est ce qui est dit dans le film en tout cas, mais pas de maquillage à outrance. Et à la base, c'est un mineur, un honnête citoyen romulien qui travaille dans l'extraction de minerais et qui va devenir très chafouin puisque sa planète va être détruite alors que Spock le Spock de son univers avait promis et juré en fait de protéger Romulus, c'est ça le nom de la planète ? Je crois. C'est une vraie question. Ouais. Voilà. Et il a manqué évidemment à sa parole. Ce qui, on apprendra dans le film, n'est pas complètement ça. Et donc lui, très très fâché de tout ça, va du coup poursuivre Spock au travers les univers épatés à coups fins pour lui rendre la monnaie de sa pièce en faisant péter Vulcain et en faisant péter la Terre parce que Spock, il est 50-50, mi-terrien, mi-Vulcain. Mitterrand et Migal. C'est tout le niveau des blagues aujourd'hui, okay. Vraiment, c'est Mitterrand et Migal. Ouais, vraiment, wow. C'est très bas. Ouais, Nero. Du coup, le plan de Nero, en fait, étant donné que maintenant il est dans un univers où Romulus existe, c'est un peu, il pourrait très bien aller sur Romulus et faire comme si rien s'était passé. Oui, mais en fait, je pense que c'est
pas Romulus qui regrette le plus, c'est la perte de sa femme qui était enceinte. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et Oui. parce que quand on lui dit ouais mais ça s'est pas encore passé ce qui s'est passé, je m'en fous, je vais vous niquer. Voilà. Ce qui fait écho en fait à la perte du père de Captain Kirk en fait, qui meurt alors que sa femme est enceinte et met bas, accouche pardon, au moment où l'USS Kelvin va être détruit par Nero. Un véritable effet miroir, dis donc, c'est étonnant entre le protagoniste et l'antagoniste. En parlant de l'antagoniste et donc du protagoniste, Kirk. Qui est Kirk, Kev? James Tiberius Qui est Kev Kirk. Bah, il est presque né sur le vaisseau qui porte presque mon prénom. Donc voilà, ça nous fait une petite filiation. Non, en vrai, c'est là ce personnage donc de Jim T. Kirk, c'est le héros standard qu'on a vu des dizaines et des dizaines de milliards de fois, très fougueux, un peu contre l'autorité, tout ça, mais qui a du bagou et qui sait de se sortir de toutes sortes de choses tranquillement. C'est ça, il est décrit par Captain Pike comme le seul génie hors la loi de l'Iowa. Avec les bouseux. Et qu'il aime bien ça. C'est un peu un... Il est nerveux, quoi, il est fougueux, c'est un petit jeune. Il fait des trucs un peu fifou quand même, puisque après l'accident de l'USS Kevin, du coup, il y a une ellipse. On retrouve James T. Kirk alors qu'il a quoi, 10 ans ? Ouais. Au volant d'une Chevrolet, parce que pourquoi pas, répondant à un appel d'une marque portée disparue aujourd'hui, un Nokia, mais c'était un Nokia du futur à l'époque. Parce que, et on sait pas trop qui lui parle, certainement son tuteur en fait, qui lui explique espèce de petit con, on t'a volé ma voiture, etc. Il est pris en chasse par la police du futur. Et avec sa Chevrolet, il va fleur au fusil à 200 km/h une fois que la capote a été éjectée, parce qu'il l'a enlevé, tu sais pas trop pourquoi déjà. Et au dernier moment, il arrive face à il va nous faire une Thelma et Louise. Et au dernier moment, coup de frein à main, il s'éjecte de la voiture fait sa Thelma et Louise comme prévu, mais pas lui qui se retrouve agrippé vraiment au bord du ravin. Tout ça, on sait pas trop quoi. C'est vraiment de l'exposition de personnages pour nous montrer certainement qu'il est un petit peu... qu'il est casse-cou et un peu tête brûlée. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup là, non? Oh, c'est stylé. Oui, c'est stylé. Sauf le petit, je le trouve particulièrement blond. Désagréable à regarder. Très très blond, un blond pas naturel du tout. Oui, c'était très bizarre. Il y avait un truc qui allait pas, je trouve, sur ce. Ça va pas avec la couleur de son visage en fait. Il est très bronzé, mais pas dans le sens genre il est noir ou quoi. Il est juste, on dirait, il a mis de l'auto-bronzant. Bah c'est le genre de gars, c'est là que tu vois que sa tête va pas du tout avec le reste de son corps. Quoi. Faut prendre une photo pour le dictionnaire médical et en faire cadeau à quelqu'un. Mais bon, c'est tout. Puis il a pas de mère. Puis en plus, il a pas de mère, parce que comme c'est dit vraiment au détour, vraiment au téléphone, je crois, quand il a volé la Chevrolet, la Corvette, enfin bref, une vieille voiture de collection, ta mère est partie sur une autre planète. Point, c'est acté, c'est comme ça, pas d'autres infos, hein, on n'a pas le temps. Et... Je vais très rapidement parler de Spock. Spock, c'est le gentil enfant sur la planète Vulcain, qui est très intelligent, mais qui a un désavantage. Il a une mère, enfin c'est un bâtard. Il a une mère terrienne et un père vulcain, ce qui ne se fait pas du tout parce que les gens sont racistes. Il est donc malmené à l'école, mais on va vite se rendre compte qu'il est très fort et qu'au final il va réussir à atteindre les plus hauts sommets on va dire de Vulcain, qu'il va refuser pour aller chez Starfleet parce qu'il comprend pas pourquoi les Vulcains sont des racistes. Bref. Il ne supporte surtout pas qu'on dise que sa mère est les gènes de sa mère soient un désavantage pour lui par rapport aux gènes de son père. Ouais, puis sa mère, c'est Winona Ryder. Donc un petit peu de respect quand même. Ça, quand même. c'est stylé. Elle a survécu au démon Gorgone et elle a survécu à Dracula, quoi. Je veux dire, à partir de là, et à danse elle a survécu à Beetlejuice. Ouais. En plus. Spock va donc partir chez Starfleet et devenir un des meilleurs élèves, très rapidement professeur. Maintenant, je vais vous proposer un dernier truc. Spock n'a pas d'émotion, du moins c'est un Vulcain, donc il n'est pas censé en avoir. Seulement, il est à moitié terrien, du coup, est-ce qu'il va en avoir, est-ce qu'il va pas en avoir? C'est beaucoup mieux dit dans les films qui vont suivre celui-ci. Je vais vous donner un petit défi. Je vais vous donner 15 secondes chacun pour présenter chacun votre tour Scotty, Bones ou Uhura. Voilà.
Donc, T'as une préférence, Doudou? qui veut faire Scotty? Qui veut faire Bones? Qui tu veux? Moi, j'aime beaucoup Scott et Simon Pegg, on est d'accord? Ouais, Ouais, Scotty. bah j'aime beaucoup Simon Pegg et Karl Urban, et puis j'aime bien aussi Zoé Saldana, donc je m'en fous. Bah, je vais faire Zoé, bah, vas-y. Kev, tu fais Scotty? Scotty, ok. Et je vais faire Bones. Attention, Kevin, je mets ouais, on va commencer par Kevin. Je vais mettre un petit timer. 15 secondes. Est-ce que tu es prêt? Je suis pas sûr, mais allons-y. 15 secondes pour Scotty. 3, 2, 1, c'est parti. Scotty, c'est Simon Pegg, un roux qu'on aime, donc voilà. Et puis sinon, il a développé 2-3 trucs pour le transport temporel, je sais pas trop quoi là. Mais j'aime bien ce personnage. T'as encore du temps, hein, vas-y. Non, mais j'ai rien d'autre à dire, je sais pas, je pourrais pas te C'est dire les terminé. termes techniques de ce qu'il fait. C'est transport, je sais pas trop quoi là, mais... Ouais, il a inventé la téléportation, La téléportation. en vitesse lumière, Voilà. tout ça. C'est lui. Olive, Oui. tu vas nous faire Oura dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouah, pardon. Donc Oura, c'est la linguistique du groupe. C'est une personne black qui vit en colocation avec, ce qui est très drôle, une extraterrestre à la peau verte. Et alors qu'elle-même plus tard elle aura la peau verte dans Avengers, c'est aussi l'attrait féminin du film puisqu'elle sort avec Spock alors que Kirk il a C'est très envie de se la faire. Voilà. C'est terminé. Je vais faire Bones, attention. 3, 2, 1. Bones, c'est le gentil médecin un peu peureux des voyages dans l'espace et notamment dans les avions et les navettes, donc bien joué à lui pour s'être inscrit à Starfleet, mais il n'a pas eu le choix. Sinon, il est gentil, c'est le meilleur ami de Kirk et il va le transformer en Elephant Man. Ça apporte, c'est très marrant comme jeu parce que ça apporte un regard neuf presque sur ces personnages et on voit bien les centres d'intérêt de chacun autour des personnages. C'est très rigolo. Sinon, on a aussi Sulu qui est le chauffeur et Chekhov qui est le deuxième chauffeur. Chauffeur de l'Enterprise. l'Enterprise, voilà, c'est waouh, les chauffeurs quoi, bravo. Parlons d'un dernier personnage important du film et important aussi on va dire, de la saga Star Trek depuis ses débuts. Léonard Le Nimoy. fameux- Non. Le fameux vaisseau, USS Enterprise. l'Enterprise. Ah oui, il y a Qui lui veut aussi, c'est parler vrai. de l'Enterprise. Très rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. Il parle pas, il est pas. Voilà. Moi j'ai une question sur l'Enterprise et après on peut en parler autant que vous voulez. Comment ce truc fait pour voler? Bah, en vrai, dans l'espace, tu t'en fous. Dans sa conception. Mais je me... Non mais dans sa conception et depuis que je suis gamin et que je vois cette série, je fais attends. C'est une soucoupe volante avec des réacteurs et bon, d'accord. En ligne droite, il y a pas de problème, ils volent le truc puisque dans l'espace, on s'en fout, tu as raison, il y a pas de frottement. Mais ça me semble pas la forme la plus opti pour faire des cabrioles comme ils font dans l'espace. Mais après, c'est mon esprit d'adulte, tu vois, mais même enfin non, c'est pas vrai parce que même enfant, je me posais la question en me disant mais quand même, c'est bizarre. On peut dire Voilà, exactement la même chose pour Star Wars, en fait. Parce qu'ils ont pas de réacteur N'importe sur quel les vaisseau côtés de ou Star à Wars ne l'avant. pourrait aller qu'en ligne droite. Ah, pour faire ce qu'ils font, il faudrait des réacteurs absolument partout. Bah oui. Non, moi, ce que je me demande, enfin, la question que je me pose, c'est que, alors certes, c'est très beau, les USS Kevin et l'USS Enterprise, ils sont très, très mignons, très trucs. Moi, il y a juste un truc qui me chafouine. C'est quand on voit la taille du cockpit par rapport au reste du vaisseau, on se rend compte que le vaisseau, il est assez gros. Quand tu vois donc dans l'USS Kevin, là au début, il te dit Captain Kirk, enfin ton père, il a sauvé 800 personnes. En sachant qu'il y a des gens qui sont morts aussi. Comment tout ça rentre dans ce vaisseau? Parce qu'il faut bien... Enfin, ok, ils ont chacun un poste, mais il faut compter les dortoirs, enfin, assez de nourriture pour tout le monde pour un petit voyage. Même l'infirmerie, elle est pas si grande que ça. Je veux dire, ils sont... Enfin, j'estime... genre, il y a 1000 personnes là-dedans. Mais c'est pas possible. Mais moi, ça me sort que alors c'est ce genre de choses moi qui me sort totalement du film parce que ok, la logique ça vole pardon. Je pense qu'il est littéralement en train de faire du sarcasme. En fait, ce qu'on est en train d'écouter là, c'est du sarcasme. Non, vraiment. Moi, je me suis vraiment là en le revoyant, je me dis là, suivez 800 personnes. Je me dis, mais 800, c'est pas possible. Comment ils ont autant de navettes que ça? Pour sauver les gens. navettes, je crois qu'ils montent à 10 dans une navette, ça doit être ça, je pense à peu près. Si tu fais le ratio, je pense qu'ils doivent être 10-12 dans une navette. Ah, mais c'est à peu près le même genre de navette. Ça fait beaucoup. Surtout que on voit où elles sont logées les navettes au début. C'est énorme. Moi, je voyais ça comme ça. Après, je pense qu'on peut facilement trouver sur Internet, tu sais, une vue en coupe de l'USS Enterprise ou de l'USS Kevin. Mais je pense que toute la partie soucoupe volante, tu vois, vraiment sans les propulseurs, sans rien, c'est la zone de vie
Donc il doit y avoir cantina, machin, tout ce que tu veux. Et les ailettes avec les réacteurs, c'est là où se passe, c'est là où il y a Scotty en fait à terme. Enfin, c'est toute la machinerie. Après, est-ce que ça répond à ta question ? Non. Est-ce que ça sauve le film de ce paradoxe ? Non plus. Parce que on voit pas tant de monde que ça, et je trouvais ça un peu dommage. Il aurait dit ouais, on a sauvé 12 personnes, j'aurais dit ah ok. Mais ça fait moins héros d'un coup. Ouais. Fallait un chiffre sympa, c'est le chiffre passe-partout. Ils étaient 125, ok. Ton père a sauvé 14 milliards de personnes de son vaisseau. Pike, je veux bien que tu t'aimes bien mon père et tout, mais à un moment donné, quand même, déconne pas. Captain Pike, il y avait une relation entre mon père et vous, non ? Il se passait un truc, franchement. Non, mais vous pouvez me le dire maintenant, il y a prescription, ma mère est partie sur une autre planète. Du coup, vous pouvez me le dire. Je peux comprendre, le papa Kirk, c'est quand même un beau gosse. Veut dire, à un moment donné. Oui, et puis Pike aussi, hein, ça va, c'est un beau vieux. Hein. Tu peux flancher, c'est pas grave, personne te juge. Mais non, moi, c'est vraiment. Ça m'a interrogé quand j'ai vu ça. Je me paraît beaucoup quand même. Sinon, un truc qui a rien à voir, mais qui est super intéressant, que j'aime beaucoup dans ce film, c'est. Je l'ai noté plus ou moins 2 fois où ça se voit et ça s'entend vraiment. C'est donc dans la première scène où tu as une explosion, où tu vas avoir énormément de bruit, et à un moment donné, ça ouvre sur l'extérieur, donc sur l'espace, et t'as plus aucun bruit, ça fait... Oui, j'ai trouvé ça super intelligent. Et je fais waouh, pour une fois que... Ouais. Bon, après dans le reste du film, je peux comprendre aussi que t'as besoin d'un peu de son dans l'espace, parce que sinon ça va être chiant, surtout pour un film de SF grand public. Mais il y a aussi la phase où Kirk, Sulu et le teubé, il saute en parachute. Vraiment, lui, il est vraiment juste con. Ah oui, non, il n'y a pas d'autre. C'est bien, ça me remonte le moral de deux. Non, mais les mecs, ils décrochent leur parachute à 4000 mètres. L'autre, ils font, mais. Non, c'est bon encore. 1000, 300, 200. Ah bah, il fallait peut-être l'ouvrir à un moment donné, Olson. Mais c'est là. C'est parce qu'il parle du teubé, là. Hein. D'accord. Quand ils sautent, donc, enfin, quand ils sont largués de la navette, t'as plus aucun bruit. T'entends juste leur respiration, leur halètement. Et le vent qui augmente en entrant dans l'atmosphère. Ouais, c'est ça. Plus tu rentres dans l'atmosphère, plus t'entends les bruits extérieurs. Et j'ai trouvé ça super. Oui, j'ai beaucoup aimé. Déjà, cette scène-là, elle est dantesque, mais en plus, la gestion du son, t'as raison, elle est très cool. En faisant ça, J.J. Abrams et les ingé-sons du film, en fait, les scénaristes du film prouvent qu'ils sont pas cons et qu'ils savent comment fonctionnent les règles de notre univers, mais que pour les besoins d'un univers fictif comme un film, on va quand même faire des piou-piou dans l'espace parce que c'est stylé. Voilà. On est bien d'accord que quand l'Enterprise ou même l'USS Kevin ouvre le feu, ça fait bien des piou-piou. Hein, ça fait des piou-piou dans l'espace, ça tout va. Mais il en fallait aussi un peu, on est d'accord. Encore une fois, on n'est pas dans 2001, quoi. Ouais, et puis on n'est pas dans Gravity, quoi. Mais c'est bien que ça amène ça. Et puis surtout, la façon dont c'est amené, vraiment, la toute première fois où t'as je crois que c'est une femme qui court dans les couloirs avec des explosions, ouais. T'as vraiment... Oui. Le son, il est saturé, ça. Tu comprends que c'est des explosions dans un endroit clos. Et t'as l'ouverture sur l'extérieur et plus rien. Juste la beauté de l'espace. Il y a un cadavre. mais ça va encore. Non, moi j'ai trouvé tout ça très bien amené. Ouais, c'est très bien amené, très bien géré. Ouais. Mais le son, de manière générale, dans le film, et essentiellement sur la scène que tu décris où il saute en chute libre, était très bien géré. Enfin, moi, ça a fonctionné sur moi. Et moi, j'ai juste une autre question. Donc, il y a le vaisseau des méchants. Je sais pas trop comment il s'appelle. Mais... Octopus. Donc l'Octopus, qui est un vaisseau minier. Un vaisseau minier transporteur de minerais, j'imagine. Il a un armement, mon gars. C'est waouh. Puis ça fait 25 ans qu'ils sont là. Ils ont encore des munitions. Puis ils ont encore de la bouffe. Oui, ils ont encore de la bouffe. Non, mais et puis tout le monde peut respirer normalement dans leur vaisseau, ça va. Oui, puis il a l'air d'avoir des trous dedans. Alors que c'est ouvert partout. Grave. Puis c'est vrai qu'il respire à peu près correctement partout. C'est presque un respect de l'œuvre originale. Dans tous les épisodes de Star Trek, ils n'allaient pas coller des casques aux héros, tu vois. Et dans la série, je parle. Et dans tous les épisodes de Star Trek, les gars, ils allaient à chaque fois, ils visitent un nombre de planètes, ce qui est quand même relativement copieux, tu vois. Mais ils y allaient toujours comme ça. C'est respirable ? Oui, c'est bon, pas de problème. Ok, on y va. En même temps, pour les humains et ceux qui ont une tête humanoïde, le casque, ça va, il passe. Mais tu vois 2-3 autres extraterrestres et tout,
comment tu fais un casque à leur taille? Le mec au bar au début, tu sais, qui a une tête en allongée, là, une tête d'aubergine. Ça fait très Star Wars cette scène d'ailleurs. Bah, c'est une scène de cantina, quoi. Oui. Et qu'une petite bagarre. Mais lui, tu peux pas lui faire un casque. C'est pas possible. Bah, il faut un système de respiration adapté à son origine, en fait. C'est comme tout, tu vois. Il y a forcément un casque qui doit y aller. Il y a un truc que je trouve très drôle aussi, c'est donc Starfleet. Quand ils sont à l'école Starfleet, là, ils sont dans quel pays? Enfin, ils sont sur la Terre? Oui, ils sont sur la Terre, ils sont à San Francisco. Il y a le pont de San Francisco qu'on voit à la fin Non, qui se fait pas détruire d'ailleurs. Non, mais c'est le. Non, il se fait pas détruire. Non, et puis encore, ça veut pas dire qu'ils sont là, parce que ils sont encore dans les airs. Mais parce que donc il y a des échanges interraciaux, j'ai l'impression. Donc t'as des gens verts et tout machin. Mais sinon t'as que des blancs. Il y a pas. C'est vrai non, il y a que des blancs. J'ai pas fait attention. Enfin, il y a pas que, mais il y en a énormément beaucoup. C'était pas bien cette phrase, elle était pas très française, mais c'est beau. Voilà, c'est pour qu'on, je sais pas, mais je trouve j'aurais kiffé moi la scène où tu sais il est avec le conseil là en train de faire, ouais, j'avoue. J'aurais aimé avoir plein de têtes différentes dans le public. Non mais ça fait très secte parce que t'as plein de têtes blanches sur des vêtements rouges, ça fait assez spécial. Bon, ils auraient pu porter des capuches pointues blanches, hein, ça aurait été un petit peu plus, tu vois. Ouais, mais O'Hara on l'aurait reconnu tout de suite. J'aimerais bien aller sur Delta Vega. Ok, on y va. Ce que c'est Delta Vega? Ouais, c'est hot. Oui, exactement, c'est hot. Voilà, c'est très simple. C'est hot et pourtant, c'est pas chaud. Non, on est d'accord que quand... Pour donner un petit peu de contexte, je sais que vous attendiez cette phrase. Péripéties et Spock, qui est à ce moment-là de l'histoire commandant de l'Enterprise, décide de débarquer Kirk. Donc Kirk est expédié manu militari dans une capsule direction la première planète qu'ils vont croiser, mais il y a des planètes partout dans cet univers. Et en attente de récupération, et surtout une planète où il y a une base quelque part de Starfleet, pour pas qu'il soit quand même laissé à l'abandon. Mais bon, il est quand même laissé à l'abandon, parce qu'il atterrit à 14 km de toute civilisation, et la voix de la navette lui dit bien, restez ici dans la navette, déjà parce qu'il fait froid, mais restez ici jusqu'à ce que les autorités viennent vous chercher. C'est un peu expéditif comme manière de faire, genre débarquez-moi ça, et hop, en capsule, et full camp. Ouais, c'est le seul moment où j'ai un truc à redire contre le scénario du film, en fait. Parce que Spock est censé jouer, du moins, une personne très calme, très sereine, et Kirk le dit lui-même, ça ne respecte pas les règles de prisonnier et tout ça. Pourquoi Kirk a fait ça, alors que Kirk est la personne droite par excellence? Pourquoi Spock a fait ça? Parce que Spock est la personne droite par excellence. Mais il vient de perdre sa mère et sa planète, quand même. Ouais, mais bon, la seule raison, c'est qu'il faut faire avancer le scénario. Et puis sinon, il pouvait pas retrouver Scotty, quoi. Ce qui est un peu dommage. Parce que le seul but d'aller sur Alpha, Delta, machin... Delta Vega. Delta Vega, ouais, c'est celui-là même. C'est le seul... Ça ne sert à rien d'autre que retrouver Scotty et utiliser la téléportation réinventée par Scotty. Il voit Spock. Et il voit Spock, ouais, c'est vrai qu'il rencontre Spock. D'ailleurs, j'ai une question du coup à ce sujet. Kirk rencontre le vieux Spock une fois arrivé sur Delta Alpha Mega, là, machin. Bon, bah déjà, la chance, tu vois. Et après, ils courent ensemble et ils se réfugient dans la base de Starfleet où il y a Scotty qui est puni et qui est là-bas aussi en manutention. Et Spock explique à Scotty, au détour d'une conversation, que Scotty va inventer un moyen de se téléporter à des endroits divergents et en mouvement vers une station base qui elle-même est en hyperespace, ce qui est normalement impossible. Et Scotty lui dit oui, techniquement c'est possible, machin, mais je sais pas encore, enfin, ma formule elle colle pas tout à fait. Et Spock lui donne son équation. Il dit, il lui montre, et il fait ça, c'est l'équation que vous allez inventer plus tard. Du coup, qui a inventé l'équation? La poule ou l'œuf? Parce que tu serais tenté de dire que c'est Scotty. Je suis pas sûr qu'une poule elle puisse inventer ça. Non, pourtant c'est... Oui, t'inquiète, Kevin, on t'expliquera. Alors, techniquement parlant, c'est Scotty qui l'a inventé. Techniquement, c'est Scotty. Parce que c'est dans un Scotty autre univers. qui l'invente dans une réalité alternative. Voilà. Ouais, c'est vrai que il y a cette histoire d'autres univers et pas de et voyage après, dans le temps. Bon, ça fait effondrer mon paradoxe. Ouais. Est-ce qu'on peut finir un truc sur Delta? Ouais, vas-y. Cet univers est très, on va dire, humanoïde. On en parle des bestioles de Delta ou pas? J'ai vraiment cru, moi, que ça allait être en mode...
Le petit pourchasse, se fait bouffer par un gros, il y a un autre gros qui arrive pour encore en bouffer un autre. Bah, façon la menace C'est la fantôme. chaîne En fait. alimentaire. Je me suis dit vraiment, il va y en avoir il y en a un gros qui va arriver encore. Mais non, je suis désolé. Alors, le premier, il a de la fourrure, ça me dérange pas. Le deuxième, il a pas de fourrure. Et il est rouge. Le Je veux deuxième, dire, on est d'accord, c'est un homard. Oui. Oui, c'est un homard géant, mais en plus il est rouge. Je veux dire, en termes de camouflage sur une planète où il fait que de la glace, Ouais. c'est pas le plus malin. Ou sinon, c'est lui qui est au-dessus de tout. Ouais. Enfin, de la liste, j'allais dire électorale, mais c'est pas la bonne liste. La liste de la chaîne alimentaire. Parce que je vois pas comment son espèce a pu survivre. Mais moi, j'ai un truc, parce qu'on peut se dire, c'est un peu de la chance quand même qui tombe sur Spock et sur Scotty. Sur Scotty, oui, totalement. Sur Spock, non, parce qu'il a été laissé là. Ça a l'air d'être la première planète vivable juste à côté de Vulcain, parce qu'il voit l'explosion de Vulcain de la planète. Je veux dire, ils étaient vraiment très très proches. Ah, Vulcain, c'était littéralement la lune de Delta Alpha Méga là. Oui, parce que... Pour un peu de contexte, Spock, là on parle du vieux Spock, du Spock de l'autre réalité, qui s'est fait capturer par Nero et qui est donc déposé sur cette planète, en effet, pour voir la destruction de Vulcain par Nero et sa grenadine. C'est ça. Et moi, il y a un truc pareil qui me... Je veux dire, c'est tellement lunaire. Donc, ils rencontrent machin, ils vont voir Scotty. Et Scotty, il y a une planète qui vient de péter, mais pas très loin de toi. Le mec, il est en détente. Je suis même pas sûr qu'il soit au courant. Il avait pas de fenêtre dans son habitacle, donc du coup, non. Il avait pas ses news. Ah, mais c'est ça, c'est vraiment... vous êtes venus? Parce que j'en ai marre de bouffer de la ration. C'est comme ça qu'il accueille Kirk et Spock. Hein. Vous êtes ceux qui vous venez prendre la relève, vous apportez de la bouffe? Non, même pas. En tout cas. Oui. Quoi d'autre à dire sur ce film en fait? D'énormes scènes d'action, on peut pas là parce qu'on a quand même tapé un peu sur le film à droite à gauche, mais on peut pas lui enlever qu'il est bourré jusque la gueule de scènes d'action qui sont cohérentes, logiques, ce que vous voulez, mais en plus très bien, je trouve, rythmées, mises en son et lumière du coup. Mais c'est des scènes d'action qui fonctionnent bien et elles sont variées. Il n'y a pas que de l'action dans l'espace. Il y a cette histoire de saut dans le vide pour rentrer jusqu'à rentrer dans l'atmosphère de Vulcain pour effectuer une tâche. Pas spécialement en dire plus ici. Toutes les scènes dans l'espace, mais aussi les scènes qui se passent sur Terre. Il y a énormément d'actions dans des environnements variés et c'est plutôt agréable en fait à regarder parce que elles sont intelligemment posées dans le film. C'est pas un enchaînement de scènes d'action dans des environnements divers. C'est vraiment un peu d'exposition, une péripétie de l'action et encore un peu d'exposition, etc. Donc ce qui pour moi je trouve fait que on ne s'ennuie pas en regardant Star Trek. Et puis t'as la magnifique musique reprise pas. Enfin, je sais pas. Attends, la musique originale de Star Trek, c'est celle-là ou pas? C'est une autre version, mais oui, un des thèmes principaux de Star Trek, c'était celle qu'on a dans le film, bien sûr. Un thème repris de plus par un des plus grands compositeurs du cinéma de nos décennies, on va dire, de notre vivant, Michael Giacchino, qui est incroyable dans tout ce qu'il fait, qui fait énormément, si je me trompe pas, il fait énormément de collabs avec J.J. Abrams, je crois il a même fait des musiques pour Lost, si je me trompe pas. Et donc Michael Giacchino qui te met tout ça en musique, une musique qui reste dans la tête comme l'a dit Olive, qui est juste super prenante. Moi cette musique là, après avoir regardé un Star Trek, je ne peux que l'écouter en boucle. Alors moi je l'écoute pas en boucle, par contre elle est dans ma tête un long moment. Ce qui finit par être un peu chiant. Star Trek. Ouais, bien joué. Je sais. Le monde de Nemo. Non, Fort Boyard. non plus. Bienvenue chez les ch'tis. Non. Non, et puis petit truc aussi, c'est il y a de l'humour, mais il est pas omniprésent. Oui, il est distillé par Ouais. touche intelligente aussi. Mmh. On se rend compte que le thème du film est quand même un truc assez grave. Ça parle de génocide. Il est floqué sur Amazon Prime, drame, action, comme catégorie de film. Alors on sait tous que les catégories de films sur les plateformes de streaming, c'est toujours un petit peu au sens du vent, tu vois. Vas-y que je te pousse. Ouais, à la va comme je te pousse. J'ai vraiment mouillé mon doigt et mis mon doigt en l'air en attendant que le vent souffle. Mais encore une fois, vous ne me voyez pas. Peut-être que ça va venir dans pas longtemps, mais pour l'instant, vous ne me voyez pas. Là, ce caillou que je viens d'envoyer là, j'aurais dû fermer ma gueule. Bref,
Bah oui, écoute, n'ayant plus de boulot, enfin peut-être bientôt plus de boulot, je vais devenir youtubeur, je vois que ça. Hein. Ou le suicide, je sais pas. On verra. Vas-y, reprends derrière ça, vas-y. Moi, j'aime beaucoup l'explication de Nero quand on lui dit vous avez fait un génocide. Il fait oui, mais j'en ai aussi empêché un. Sans Écoute, déconner, mon gars. Bien joué, mais mec. elle est éclatée. Mais t'as raison, elle est éclatée. Et encore une fois, c'est pas un génocide. Ta planète, c'est juste le réchauffement quoi, climatique. Largement, quoi, vraiment. c'est l'avenir, enfin c'est normal, c'est au bout d'un moment, bon bah... C'est le futur, frérot. La supernova, elle a niqué ta planète. Après, ce qui est dommage, hein, parce que je pense pas qu'une supernova, ça se fasse en aussi peu de temps. Donc je pense qu'ils auraient pu évacuer les planètes avant. Mais voilà, après c'est... Je pense qu'il y a 2-3 signes avant-coureurs. Parce que je suis pas sûr que chez Romulus, t'es Vancouver, parce que ça c'est ici. Non, c'est plus chez nous, c'est plus Canada-Québec, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'on partirait pas sur les conclusions? J'ai envie de dire, ce film, de toute façon, c'est un film un peu à vivre, je pense. Kev? Par où commencer Moi j'ai aimé. Voyez-le pas. Voyez-le. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu au cinéma, je l'ai revu là. J'ai beaucoup aimé la trilogie, moi, Star Trek. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'étais tellement hypé par la trilogie Star Wars qui est sortie après, parce que c'est J.J. Abrams qui devait s'en occuper. Et moi, je suis un fan inconditionnel de J.J. Abrams, comme je l'ai dit au début. J'ai dû voir tous ses films. Bon, il en a réalisé que 6, hein, vous me direz... c'est pas foufou, mais c'est déjà pas mal. Et il a fait des séries que j'adore, Fringe. En fait, c'est pas regarder Fringe et Person of Interest qui sont sûrement deux de mes séries préférées aussi. Non, Lost. Alors, Lost, il a fait juste le pilote. Hein. Ouais, après, il s'est cassé. Il a quand même scénarisé certains épisodes. Plus trop, parce qu'il bossait sur Star Trek, je crois en plus. Il est pas resté tant que ça Star sur Trek, Lost. c'est genre, il a dû bosser dessus en 2006-2007, donc jusqu'en 2006 au moins. Lost, il a pas tant bossé que ça. J'étais étonné moi aussi. Bon, il a fait Alias aussi, que vous devez sûrement connaître. Mais oui, il a fait des séries qui ont marqué leur temps, j'ai envie de te dire. Non, en fait, moi, c'est pas... kiffer Star Trek, regarder Star Trek. Mais surtout, penchez-vous un peu sur les travaux de J.J. Abrams, parce que la dernière trilogie lui rend pas service, parce que voilà, il y a eu des problèmes en interne, mais c'est un mec... J'adore ce qu'il fait, en fait, son travail, il arrive à toujours produire les bonnes choses, à réaliser des trucs sympas, donc vraiment, foncez voir Star Trek, et puis après foncez voir des trucs de J.J. Abrams. Ok, merci beaucoup Kevin. Olive. Voyez-le pas. Faut arrêter avec cette blague, c'est nul. Voyez ce film, c'était un plaisir de retourner. Je l'ai vu celui-ci, je l'ai vu au cinéma. Je crois que c'est le dernier que j'ai pas vu au cinéma. Peu importe. Grand plaisir, c'est de la science-fiction populaire. Ça passe tout seul. C'est habilement ficelé. C'est très bien réalisé. Si vous aimez les réalisations modernes, parce que J.J. Abrams, il réalise quand même de manière très moderne, il utilise plein d'artifices différents, que ce soit de la CGI, quelques effets pratiques, etc. Mais au-delà de ça, il y a une façon, il y a un cadre J.J. Abrams qui est plutôt agréable. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Donc, dans tous les cas, oui, bon divertissement. Ça passe vraiment crème. Plaisir de revoir Leonard Nimoy dans son rôle phare, parce que bon, pas fait grand chose d'autre. Il a joué dans Fringe, pour faire écho à ce que disait Doudou. Et puis, moi, je vais y mettre 52 sopalins dans ma réserve à sopalins et un verre, parce que c'était vraiment cool. Ok, merci beaucoup. Et toi, Vivien? Eh bien, moi, c'est un film que j'adore, notamment pour le thème non original, mais repris par l'orchestre que dirige, du moins qui a composé Michael Giacchino, qui est une musique que j'adore. J'adore les sur-effets visuels de J.J. Abrams. J'aime bien, un peu comme tout le monde, mais voilà, je peux m'en passer très rapidement. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Star Wars, qui est un peu moins rempli d'effets visuels. Sinon, ouais, j'aime beaucoup Star Trek, j'aime beaucoup Star Trek Into Darkness, j'aime beaucoup Star Trek Limitless. C'est des films, c'est une série de 3 films que je trouve plutôt pas mal. D'ailleurs, une série de 3 films qui devait se conclure par un 4e, ou du moins peut-être hors univers, par un film de Tarantino qui a été annulé malheureusement, mais ça m'aurait bien plu, parce que l'univers de Star Trek a toujours été, depuis que je suis tout petit, un univers que j'aime beaucoup. Et quand je parle de tout petit, je le parle depuis que du coup j'ai 6 ans, en 2009. Parce que je ne connaissais pas la série originale.
Mais voilà, j'aime beaucoup Star Trek, c'est ça, j'ai envie de dire ça change de Star Wars. Oui, c'est pas la même chose, mais c'est surtout pas les mêmes sujets, et pourtant ça se passe un peu dans l'espace aussi, donc c'est sympa. Regardez-le, c'est un bon moment à passer, c'est 2 heures, c'est assez court, c'est joli, c'est de bonnes émotions, c'est de la bonne action, donc allez-y, presque les yeux fermés, mais ouvrez-les quand vous lancez le film. En attendant les fêtes approchant, nous on va faire une petite pause et on revient le 2 janvier, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même faire un petit film de Noël, Die Hard, Piège de cristal. Excellent. En attendant, portez-vous bien, Bonne fête. passez d'excellentes fêtes de fin d'année, Bonne fête, on c'est vous ça. fait des gros bisous, L'anniversaire de Lily, c'est le 31 décembre. que l'amour soit avec vous, et à bientôt. Bisous. Bisous, passez de bonnes fêtes. Ciao.